Bienvenue à toutes et à tous dans le débat. Le paysage politique ivoirien connaît une nouvelle dynamique avec la naissance de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire qui regroupe en son sein 25 partis politiques de l'opposition. Le RHDP, le parti au pouvoir, a-t-il donc des raisons de s'inquiéter ou, si vous voulez, le Cap Côte d'Ivoire, comme se fait appeler cette coalition, représente-t-elle une réelle menace pour le parti au pouvoir? On en débat sur l'Intelligente TV avec nos invités déjà en plateau. Il s'agit de M. Marcellin Kwame, il est le président du Sursaut national Côte d'Ivoire, un parti politique de l'opposition et qui fait partie de cette coalition qui a été mise en place le 10 mars 2025 au siège du PDCI RDA. Monsieur Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur Kwame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Ah oui, merci. Alors ce soir, vous allez débattre sur cette question avec Traoré Sidney Sidiki. Bonjour. Allez, bonjour, monsieur Khalil. Bienvenue à vous sur notre plateau. Vous êtes inspecteur, auditeur diplômé en journalisme, analyste politique. Monsieur, merci à tous les deux d'avoir honoré notre invitation. Ce n'est pas du tout évident de trouver des personnes disposées à débattre de façon officielle et publique, surtout en cette période qui est considérée par certains comme une période très sensible. Mais vous avez franchi le pas. Je voudrais vous dire bravo, félicitations et merci pour ce courage que vous affichez de façon publique et pour votre engagement pour l'enracinement de la démocratie en Côte d'Ivoire. Messieurs, on va entrer tout de suite dans le débat. Je voudrais qu'on puisse commencer avec vous, Monsieur Kwame. Oui. Votre parti politique, je l'ai dit, fait partie de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, qui a été mise en place le 10 mars 2025. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé votre adhésion à cette coalition? Merci, M. Khalil. La motivation est plurielle. Dès lors que l'opposition a soifé de voir un changement, les Ivoiriens qui quand même attendent à ce qu'il y ait un changement en Côte d'Ivoire, et l'opposition à sa tête avec le président Tidjam Thiam. Et sachez que le PDCI, c'est le premier parti créé en Côte d'Ivoire et c'est le plus vieux parti d'ailleurs. Et donc, il lance un appel à toute la classe politique dans l'opposition. Il était important pour nous, en tant que Sursaut national Côte d'Ivoire, d'y adhérer et d'y participer pleinement. Alors, Sidney, quelle est votre analyse, quel est le regard que vous portez sur cette coalition qui a été mise en place il y a de cela quelques jours? C'est déjà intéressant que, enfin, l'opposition cherche à faire parler d'elle-même sur l'échiquier politique, parce que depuis longtemps, nous observons en fait un silence troublant de leur part pour des partis de l'opposition qui n'arrivent pas à donner du répondant justement aux partis au pouvoir. Et donc, nous pensons que cette coalition-là, elle vient tout simplement montrer de la visibilité de l'opposition. Ce n'était pas le cas? C'était une coalition en manque de visibilité? Mais absolument, c'est pour cette raison qu'ils cherchent une coalition. Parce que chaque parti de l'opposition pris de façon individuelle, on s'est rendu compte que justement ils avaient énormément de limites en fait sur le terrain. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui ils cherchent à rassembler, à ratisser un peu plus ou moins, pour qu'en fait ils puissent se donner de l'étoffe ou aller vers ces différentes conquêtes-là. Mais seulement, les observations que nous faisons dans un premier temps, c'est que cette coalition, quand vous regardez de très près les partis justement qui la constituent, il y a des interrogations importantes aussi qu'on pourrait avoir. Lesquelles? C'est clair. À part le PDCI, qui pour ma part aujourd'hui a vraiment tout l'aspect d'un parti de l'opposition qu'on doit respecter au vu de ce nombre d'élus, ben les autres, je suis désolé. Les autres, je suis désolé, ils sont à la traîne, ils sont encore en train de se chercher. On pourrait les citer nommément. Alors, un parti comme le MGC, bon, qu'est-ce que le MGC vaut véritablement sur l'échiquier national? Mais qui a quand même à sa tête Simone Gbagbo, ben justement, une des figures importantes de la politique ivoirienne. Mais justement... Mais aussi Charles Begoudet, Pascal Affi-N'Guessan, qui sont quand même des figures majeures de la politique en Côte d'Ivoire. Mais qui n'ont aucun élu. Qui n'ont aucun élu. Ça veut dire en termes clairs que ces partis-là n'arrivent pas justement à rassembler déjà en leur sein. Alors, quand vous prenez le MGC, on se rend compte du fait que, même chez elle, elle n'a pas pu faire passer un candidat. Or, la démocratie, il faut peut-être de plus en plus qu'on communique là-dessus, c'est la problématique de l'élection.
Ce que vous valez en démocratie est fonction de vos nombres d'élus. Et ailleurs, c'est sur cette base en fait qu'un certain nombre de transactions, d'accords en réalité se font. Tant que vous n'avez pas d'élus dans un appareil démocratique, je suis désolé, votre voix ne peut pas porter. D'accord. Alors, comment vous réagissez à ce propos de Sidney qui parle d'une coalition formée pour donner de la visibilité à l'opposition? C'est quoi votre réaction? Je suis fort étonné et surpris de sa réaction. Je pense que M. Sidney ne connaît pas bien la Côte d'Ivoire, qu'il m'en excuse. Il ne s'agit pas d'avoir des élus pour constituer un parti politique. Les élections présidentielles, les élections locales sont très différentes. Une élection présidentielle, c'est le cœur de la vie des Ivoiriens, dont ceux-mêmes qui sont peut-être avec le parti au pouvoir peuvent, par les projets de société, soutenir le candidat qui présente mieux leurs attentes. Je ne vais pas aller sur le plan individuel des partis politiques. Le débat est accentué sur la CAP, la coalition pour l'alternance pacifique. Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut en son sein. Parce que quand je prends le PDCI, qui est le parti Tubo, le parti qui quand même a une bonne assise au plan national, et quand tu prends, au bas moment, je prends le CISO national de Côte d'Ivoire, que j'ai l'insigne honneur de diriger, le CISO a plus de 25 000 adhérents. Le CISO a 160 délégations. À une élection présidentielle, c'est quelque chose. Je ne parle pas du COGEP, je ne parle pas du MJC, mais 25 partis politiques. Quand M. Macky Sall gagnait les élections au Sénégal face à M. Abdoulaye Wade, c'est 14 politiques de l'opposition. Mais chaque parti représentait quelque chose. Il a pu gagner les élections. Et aujourd'hui, je pense que le RHDP doit trembler. Le RHDP doit trembler parce que la CAP constitue un danger pour le RHDP. Vous voyez les péripéties déjà, ce qui se passe avec le président du PDCI. Mais quand quelqu'un est inutile, quand quelqu'un ne vaut rien, quand quelqu'un ne représente rien, on n'a pas même à le regarder. Partout, bon, c'est pour inciter les gens. Eh non, les problèmes de nationalité. Mais je vais dire aujourd'hui que peut-être on va en arriver. Le président de la République a vécu ça en Côte d'Ivoire. Ça a été un débat pendant une dizaine, quinzaine d'années. Au finish, il est devenu président de la République. Et donc, les questions de nationalité, les Ivoiriens n'en ont pas besoin. Aujourd'hui, on a un problème clé, la cherté de la vie. Les Ivoiriens n'arrivent pas à s'en sortir. C'est de cela qu'il est question. Et que le gouvernement, les exécutifs ne viennent pas trahir la vigilance ou bien l'essentiel de ce que les Ivoiriens attendent. Les élections ont toujours causé des problèmes dans notre pays. Nous n'en voulons plus. D'accord. Vous dites aussi que l'élection présidentielle est différente des élections locales. Largement. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, vous savez... Vous pensez que... non, la lecture politique des choses, justement, c'est ça le problème. Tout est lié, en réalité. Tout est lié. Parce que des gens qui ont, excusez-moi, une représentativité politique importante à travers le nombre d'élus, ça veut dire qu'ils ont déjà une base sur la question électorale. Ils ont déjà une base. Maintenant, on peut épiloguer sur le fait qu'à des élections, ceci ou cela peut être ou ne pas être, je suis d'accord, mais ils ont déjà une base. Et c'est sur cette base-là qu'on fait généralement des projections politiques, sur rien d'autre. C'est sur la base, c'est-à-dire sur les acquis des uns et des autres qu'on fait des projections. Vous n'avez pas de base, on ne peut pas projeter, sauf si on va dans les rêves fous, comme on en a de plus en plus dans nos pays, où on a l'impression qu'il y a un camp qui vraiment a tout, il y a l'autre camp qui n'a rien du tout. Moi, on ne pense pas comme ça. Ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire, que nous estimons qui est très intéressant, à côté de tout ce que les gens disent, le RHDP n'a rien à voir avec les problèmes que le PDCI a. Je suis désolé. C'est un problème interne au PDCI. Bion n'est pas du RHDP. Madame Yapo Valérie, elle n'est pas du RHDP. Voilà des personnalités qui, depuis longtemps, dénoncent un certain nombre d'irrégularités dans un parti. On veut faire endosser ces irrégularités au RHDP. Le RHDP n'a rien à voir avec. Moi, je pense qu'il faut aider justement les hommes politiques en Côte d'Ivoire d'abord à apprécier sainement la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et c'est ça la vraie politique. On est dans une opposition qui est très mécanique, qui a un discours déjà passéiste. Oui, la Côte d'Ivoire, il y a la cherté de la vie, rien ne va du tout. Ce n'est pas vrai du tout. Nous sommes au contraire une économie qu'on appelle une économie résiliente. Alors, ceux qui ont fait les lettres modernes vont vous le dire. Les économies résilientes, on n'en a pas beaucoup,
Parce que la Côte d'Ivoire a réussi à absorber la crise mondiale des énergies. Et les gens n'en parlent pas suffisamment, excusez-moi. Mais pour que cela puisse arriver, c'est parce qu'à la tête du pays, il y a quelqu'un qui sait faire justement de l'économie, qui a réussi à trouver les leviers qu'il faut pour que jusqu'à ce jour, notre économie puisse mieux se porter. Et je vais vous donner un dernier exemple. C'est dans la crise de la Covid. Donc dans la crise après de l'énergie, que le président Ouattara a réussi à augmenter les salaires des fonctionnaires. Ce qu'on appelle la prime ado. Peut-être qu'ailleurs, les gens ne voient pas cet effet-là parce qu'on est dans la critique mécanique, mais on donne le tiers du salaire à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire le 10 janvier. C'est comme un 13e salaire. D'accord. Et ça, c'est parce que l'économie se porte bien quelque part. On a bien compris. Je voudrais qu'on fasse parler M. Kwame. C'est vrai que vous n'êtes pas membre du PPACI ou du camp Guillaume Soro, mais vous êtes membre de cette coalition et c'est à ce titre que je vous pose cette question. Est-ce que la coalition a été informée des raisons de l'absence du PPACI et du camp Guillaume Soro? Parce qu'on a constaté que ces deux camps ne sont pas partie prenante de cette coalition. Merci, M. Khalil. Vous savez, nous sommes en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique. La politique africaine est différente de celle de l'Occident. Et donc, l'Occident est très avancé en démocratie. Très avancé en démocratie. Où un individu peut exprimer son désarroi au président de la République. Mais en Afrique, c'est différent. En Côte d'Ivoire, beaucoup n'osent pas parler. Parce que quand tu parles en Côte d'Ivoire, soit M. Ouattara te met en prison. Quand tu parles, M. Ouattara va te mettre en résidence, chose qu'on appelle surveillée, parce que tu as eu à parler de M. Ouattara. Je pense qu'il y a un adage chez nous qui dit... Ça dépend aussi de comment on parle de J'en viens. Il y a un adage qui dit chez nous... Il y a des injures, la diffamation, ça peut conduire à des... J'en viens. Il y a un adage chez nous qui dit c'est à cause du magouilla que la pierre a atteint le mur. Le magouilla se pêche sur le mur. Et les enfants veulent tuer le magouilla. Et quand ils lancent la pierre, qu'ils échouent, c'est le mur qui en reçoit. Dès lors que tu acceptes d'être président de la République, mets-toi en tête que tu auras des critiques de partout, de l'opposition, de la société civile, des citoyens lambda. Et donc voilà un peu comment l'exécutif peut être attaqué. Le PPACI est une force politique dans l'opposition. Le président Laurent Gbagbo a ses raisons de ne pas maintenant rejoindre la CAP. Est-ce que vous les savez? Vous les connaissez? Je ne connais pas. Non, il la coalition n'a pas été informée de ce pourquoi. Non, je n'ai pas besoin de donner des détails parce que c'est une organisation interne du PPACI. Pareil pour le président Guillaume Soro. D'abord, les deux ont un problème avec la justice ivoirienne. Et je dirais un problème politique, dont ils ne sont pas sur la liste électorale, et dont l'autre est à l'extérieur, l'autre ici est condamné à 20 ans de prison. Et donc, toutes ces questions, quand même, résultent de ce qu'ils sont dans une stratégie de pouvoir politiquement trouver la solution. Non seulement qu'ils soient quand même remis en liste et avant de faire quoi que ce soit. Mais comme j'ai eu à le dire, si ça persiste et rien n'est fait, malgré nos appels, je crois bien qu'à la dernière minute, ils rejoindront l'opposition. Je vous ai entendu dire, j'ai lu un instant, permettez-moi de le relancer sur cette question. Je vous ai entendu dire que Laurent Gbagbo et Guillaume Soro connaissent actuellement des problèmes judiciaires. Est-ce que c'est de ce fait-là, au regard de cette situation, que la coalition a décidé de prendre sa distance vis-à-vis d'eux? Non, pas du tout. Le PPACI a été informé par le vice-président Ilzalé, qui s'est rendu là-bas avec une délégation, a informé le président, le président exécutif, je crois bien, du PPACI, qui a la personne du ministre Danon Guégué. Ils sont plus ou moins informés. Les deux partis travaillent en synergie au Parlement. Et donc, je crois bien que vraiment, nous sommes dans une relation étroite. Et donc, au bon moment, ils vont nous rejoindre. D'accord. Bon, comment vous expliquez cette absence de Laurent Gbagbo et de son parti politique, ainsi que de Guillaume Soro et de son camp? D'accord. Moi, je vais relever d'abord des choses très graves, moi je crois, pour ma part, qui ont été signalées. Parce que mon co-débatteur dit quelque chose de terrible, qu'ici en Côte d'Ivoire,
Quand on parle de Ouattara, on vous met en prison. Mais alors, lui, il est déjà allé en train de parler de Ouattara. On ne lui a rien fait. Jusqu'à preuve du contraire, on ne lui fait rien. Alors, vous avez vous-même relevé le fait que la question de la diffamation, des injures, mais ça tombe sous le coup de la loi. Et s'il veut parler de la politique africaine, comme il a dit tout à l'heure, il dit la politique occidentale est différente de la politique africaine. Mais c'est juste quoi? Parce que nous, on a une culture qui n'est pas la culture occidentale. Chez nous, en Afrique, j'étais nakan, le respect même des aînés, le respect des parents fait partie de l'éducation de base. Donc, un gamin ne peut pas se permettre de dire n'importe quoi à une personne âgée au nom de la politique. Culturellement, déjà, il a un problème, ce dernier. Donc, moi, je pense que sur ça, ce n'est pas du tout exact. Mais ensuite, concernant justement cette coalition, c'est là le problème. C'est que vous voyez que pour être aujourd'hui le chef de file de l'opposition, il y a une guéguerre qui ne dit pas son nom entre le PPACI et le PDCI, c'est évident. Tidjane Thiam voudrait être aujourd'hui la figure emblématique de l'opposition, alors qu'un monsieur comme Laurent Gbagbo, qui a un passé, qui a été chef d'État, il voudrait bien justement être ce leader-là. La preuve, il a lancé lui aussi un appel à Benoît, où il a demandé justement à toutes les forces de l'opposition de le rejoindre à un moment donné. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est la problématique, une crise de leadership qui est en train de se mettre en place doucement. On verra de quel côté la balance va peser. Mais déjà, en interne, au niveau justement de la coalition, si vous parlez autant du fait que les uns et les autres ont des problèmes judiciaires, mais Blé Goudou en a, il a aussi des problèmes judiciaires, mais il se trouve dans la coalition. Le COJEP est à l'intérieur de la coalition. Ben voilà. Ça veut dire qu'on est dans une contradiction monstre déjà dans la formation de cette coalition. Je vais vous dire ce qui va se passer. On en a l'habitude. Un monsieur comme Afin Guessan, FPI, on le connaît. Tantôt, il va aller dans un partenariat. Tantôt, il répond à l'appel de Gbagbo. Tantôt, il ne signe pas justement d'accord. Donc, vous allez voir que cette coalition, même, elle est formée de gens, excusez-moi, mais dont je doute. Attention à des gros mots. Non, ce n'est pas de gros mots. Non. Ah non. Cette coalition est formée de gens dont je doute. C'est ce que je dis. Ce n'est pas de gros mots. Non, écoute, je suis un professeur de lettres aussi, attention. Voilà. Un certain niveau de responsabilité. Donc, je doute de la profondeur de la sincérité. Et entre eux, je vous dis, il va y avoir des difficultés. Des difficultés ne serait-ce que dans la façon justement de voir la gestion de cette coalition-là. Déjà, la coalition parle de la conférence des présidents. C'est-à-dire, ils sont pour une conférence des présidents. Donc, chaque parti politique va et veut demeurer lui-même, demeurer président, et ensuite, on va faire une coalition justement de ces différents présidents pour aller parler. Mais je dis que déjà, ça commence très mal, vous me direz. D'accord. Monsieur Kwame, comment vous réagissez à ces explications qui ont été données par Sidney, que vous avez écouté avec beaucoup d'attention? Oui, bon, je pense que M. Sidney n'a pas encore compris l'existence et la création de la CAP. La CAP est un regroupement des partis politiques dans l'opposition, non idéologique. Et qui retient ça? Non idéologique, c'est dire quoi? Chaque parti garde son identité pour dire que nous sommes dans une coalition, nous sommes dans un creuset, mais chaque parti est autonome. Aujourd'hui, c'est sur la CAP que je m'interroge parce que je suis membre fondateur. Mais je pouvais en être simplement président du Suisse national Côte d'Ivoire en train de parler ici. Ce n'est pas le cas. J'ai été invité en tant que membre fondateur de la CAP. Les partis ne peuvent pas avoir de problèmes. Parce que quand nous sommes dans une coalition, cette coalition a été créée au temps du président Bédié. La coalition, la CDRP, non idéologique, ça a été créé au nom à l'existence du président Bédié, à l'approche des élections de 2020. Chaque parti garde son identité. Et dans le fonctionnement de la coalition, nous nous mettons ensemble pour réclamer la réforme réelle du processus électoral. C'est de cela qu'il est question. Il a parlé aussi d'une crise de leadership au sein de cette il n'y aura coalition. pas de crise. Selon lui, c'est un peu ce qui peut expliquer l'absence du camp Laurent Gbagbo dans cette coalition. Laurent Gbagbo ne pourrait pas accepter de se faire mener par Tidjane Thiam. Je ne peux pas interpréter, je dirais, les raisons du président Laurent Gbagbo, en aucun cas. Mais j'en sais une chose, que le groupe parlementaire PDCI et le groupe parlementaire PPACI travaillent en étroite collaboration au sein du Parlement. C'est dire que c'est un bon pas. Vous qui êtes membre de cette coalition, est-ce que vous avez en vue quelqu'un qui pourrait mener cette coalition?
Selon vous, s'il faut mettre quelqu'un en avant pour porter l'étendard de cette coalition, ce serait qui? C'est la personne du président Thiam. C'est le meilleur sur le marché. Et dans la coalition, c'est le coordonnateur de la coalition. Et donc, c'est le meilleur sur le marché. Je vais vous dire une chose. Que les gens comme ça. Laurent Gbagbo, qui a été ancien président de la République, quand on connaît son histoire, son parcours politique, est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo pourrait accepter d'intégrer une coalition dont il est, on va dire, subalterne de Tidjane Thiam? Mais ce que nous allons connaître bientôt, à l'approche des élections présidentielles, comme j'ai eu à le dire, quand on va en guerre, on ne va pas avec toute l'armée. Il y a une première vague qu'on envoie, il y a une deuxième vague qu'on envoie, et la troisième vague, c'est celle qui va convaincre. Bon, concernant M. Laurent Gbagbo, comme j'ai eu à le dire, c'est un ancien président de la République. C'est son jeune frère qui est le président Tidjane Thiam. Il a évoqué une chose, ça, je n'en sais rien, mais bon, je me dis que pour quelqu'un qui a été président de la République, ne va pas quand même accepter de se faire supplanter par son jeune frère qui a été ministre. Et donc, c'est pas évident qu'il retourne alors. Non, c'est des discussions ou bien des partenariats qui vont se mettre en place à l'approche des élections. Je vois M. Laurent Gbagbo mal en train d'aller soutenir le parti au pouvoir. Vous savez, si vous avez vécu la Côte d'Ivoire, moi je connais mieux la Côte d'Ivoire. C'est mon pays, je connais mieux la Côte d'Ivoire. À l'approche, j'en viens. M. Sidney, j'en viens. À l'approche, les deux tours, en 2010, on a fait un premier tour. Oui. Où, bon, après tout ce que nous avions vécu, nous retenons que M. Bédier a perdu et qu'il restait deux candidats. Celle du président Ouattara et celle du président Gbagbo. Qu'est-ce qui s'est passé à l'approche? C'était à Yamoussoukro, où le président Bédier a appelé les chefs baoulés pour leur dire « Mon candidat, c'est M. Ouattara ». On lui a donné le nom de baptême à Alain Issam. Nous sommes en 2025. Vous savez, allez-y dans les villages. Et vous allez comprendre combien de fois les Ivoiriens souffrent. M. Sidney a parlé tout à l'heure, mais je pense qu'on parle des deux Côtes d'Ivoire. On ne parle pas des salaires. Quel est le train de vie des Ivoiriens? Est-ce que les Ivoiriens arrivent à manger 3 fois dans la journée? Je ne crois même pas. 70-80% des Ivoiriens n'arrivent pas à manger 2 repas dans la journée. Et vous, personnellement? Moi, bon, Dieu me fait grâce, donc pour l'heure, ça va. Ok, d'accord. Heureusement que la grâce existe déjà. Dieu me fait grâce, voilà. Moi, ça va. Et donc, j'en viens, je termine. Allez-y. Pour dire qu'il ne faudrait pas soutenir le parti au pouvoir parce que, mais prenez dans la généralité la souffrance des Ivoiriens, la cacasserie que vivent les Ivoiriens. Aujourd'hui, M. Sidney dit non, tout va bien, l'économie est au beau-fils, c'est ceci, c'est là. Mais l'économie, si quand une personne est riche, la personne ne s'endette pas. Quand on est riche, on ne s'endette pas. Un père de famille qui a les moyens ne va pas prêter, ne va pas prendre de crédit. La Côte d'Ivoire a des problèmes. Il y a des réalités que le gouvernement... Tout dernièrement, on demandait un emprunt de 400 milliards. Mais si nous sommes aussi riches, est-ce qu'on en a besoin? D'accord. Est-ce qu'on en a besoin? C'est des réalités. Alors, on va venir au sujet. Non, M. Khalil... Vous aurez le temps de réagir. On va... les questions économiques, ce n'est pas ça le véritable sujet. Non, je ne le dis pas. Mais cette caricature de la Côte d'Ivoire, je ne la veux pas non plus. Vous aurez le temps de réagir. Alors, est-ce qu'avec cette absence de Laurent Gbagbo, de Guillaume Soro dans cette coalition, est-ce que cette absence ne réduit pas la portée de cette initiative déjà, à votre avis? Moi, je vous l'ai dit tantôt, c'est une guerre de leadership, en réalité, qui est en train de se mettre en place. Et vous le savez très bien, un mouvement comme MGCI n'aura jamais aucun intérêt à travers le MGC, excusez-moi, n'aura jamais aucun intérêt non plus à travers le PACI pour tout ce qui les divise. La preuve, c'est qu'en fait, à Beaunois, il y a eu 2 déclarations plus ou moins ambiguës. Il y a eu Mme Simon Gbagbo qui a lancé un appel, à un moment donné, Gbagbo aussi allait lancer son appel. Donc, on voit qu'il y a une crise qui est justement entre ces différents leaders et le président du COCHEP qui est Blé Goudé. On sait aussi s'est démêlé plus ou moins avec le président Gbagbo. Donc vous ne croyez pas il est en plein parricide aussi. Et Guillaume Soro pourraient rejoindre cette coalition? En politique, c'est sûr. Il y a pas mal de tractations qui se font. Moi, je regarde pour l'instant ce qui est en train de se mettre en place. Je constate présentement que ni Guillaume Soro ni Gbagbo ne sont dans cette coalition-là. Et donc je dis, je regarde maintenant la coalition. Bon, forcément quelque part, puisqu'ils veulent en fait regrouper toute l'opposition. Or, il y a 2 partis qui sont là, qui aussi ont des militants
Ils auraient dû réussir à les convaincre pour entrer dans la coalition. Moi, je n'en suis même pas là. Ce que je veux dire, c'est que cette coalition elle-même, quand tu regardes ses composantes, c'est sur cela que moi je veux qu'on travaille. Les partis qui composent cette coalition, moi je dis, ce sont des petits partis, des micro-partis pour la plupart. Et à partir de cet instant, on ne peut pas se targuer d'être un grand leader de l'opposition quand on coiffe des partis, des micro-partis. C'est ce que je dis. Alors maintenant, je suis d'accord, Thiam vraiment est leur vraiment grand candidat, moi il n'y a pas de problème. C'est le grand candidat chez eux, mais pas chez lui, il n'est pas un grand candidat, je suis désolé. Maintenant, nous apprécierons sur le terrain mais ce qu'ils sont capables de faire. Mais ce que je n'aimerais pas, c'est de vendre en fait le pessimisme aux Ivoiriens pour gagner des élections. Les Ivoiriens ne sont pas les plus malheureux de l'Afrique, je suis désolé. En Côte d'Ivoire, les gens ne sont pas dans la misère, je suis désolé. Il faut que sur justement un tel lexique, nous puissions retravailler pour expliquer aux gens que ce que nous avons là, il faut au contraire remercier Dieu de l'avoir eu, puisque nous sommes un pays de plus en plus spirituel. Mais la paix que nous avons aujourd'hui, elle n'a pas de prix, contrairement à tout ce que les gens sont en train de dire. Et alors, le gouvernement passé, si vous êtes, je suis un Ivoirien moi aussi, c'est pas souvent on dit non, nous les Ivoiriens, moi je suis un Ivoirien. Les gouvernements passaient se targuaient, eux, d'avoir atteint leurs objectifs quand ils payaient régulièrement les salaires des fonctionnaires. Rappelez-vous, c'était même ça, le slogan. Mais nous, on paye les salaires de nos fonctionnaires. Mais aujourd'hui, on fait plus que ça, Côte d'Ivoire. On ne paye pas seulement les salaires, on les augmente, on les agrandit, on augmente le PIB. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on a une opposition mature. Voilà. Oui. On a une opposition mature. Mais, merci. Alors, l'opposition qui est mature, je vous dis, parce qu'elle a en face justement d'elle un parti qui est suffisamment fort. Sinon, les velléités, ce n'est pas ce qui n'a jamais... Dans quel sens? Oui, suffisamment fort dans sa capacité d'avoir de débaucher. Et vous allez voir, le RHDP, c'est ça le charme du RHDP. Sa capacité à débaucher ce qu'on appelle en fait les grosses têtes ailleurs. Et si vous regardez même le PDCI, il est aujourd'hui émietté. Pourquoi? Parce que les grosses têtes, un monsieur comme Adjoumani, un monsieur comme Patrick Hachi, un monsieur comme Akawele, un monsieur... C'est-à-dire, on a réussi à les prendre au PDCI, ces figures emblématiques. Mais pourquoi? Parce que tout simplement... Certains estiment qu'ils sont partis sans les militants. Oui, ben justement, mais attends, comment vous expliquer que toutes ces régions-là aient basculé? Moi, je vous donne le score, s'il vous plaît. Je vous donne le score. Moi, je viens avec des... Je vous donne le score. Toutes ces régions ont basculé au RHDP. On a compris. Voilà. Je vais répondre. Oui, merci. Je voudrais dire à M. Sidney qu'il se trompe souvent. Ah oui, d'accord. Ces cas du PDCI qui sont partis au RHDP, je ne suis pas PDCI. Je n'ai jamais été PDCI. Mais je vais lui dire que ces cadres, c'est sous la menace. C'est sous la menace du pouvoir. Je vais vous le dire. Il y a des réalités en Côte d'Ivoire. Je vous explique. C'est des gens qui ont travaillé avec le pouvoir Ouattara après la prise du pouvoir de 2010. Et pour certains, selon eux, traînaient certaines casseroles. Et donc, ils ont été menacés. Vous sortez de notre coalition, voilà ce que nous allons faire. Pour beaucoup, j'en sais, j'ai des amis parmi. Nous sommes tous en Côte d'Ivoire. J'ai des amis au RHDP. Bon, ça reste à beaucoup, vérifier. oui, ça reste à vérifier. Beaucoup veulent venir. Non, laissez-moi terminer. Monsieur Sidney, vous allez laisser terminer. Voilà. Mais... Beaucoup veulent venir. Mais les gens refusent de venir. Il a parlé des paix. Qui veut venir? Qui veut venir? Qui veut venir? J'en viens. Il a parlé des paix. J'ai rebondi sur ça. Mais attends. On a une opposition mature. On a une opposition mature. Qui a pris les armes pour attaquer la Côte d'Ivoire? C'est ce pouvoir. Qui a pris les armes pour tuer les Ivoiriens? C'est ce pouvoir. Mais quand vous prenez l'opposition, en notre sein, nous, on veut gagner le pouvoir d'État par les unes. On n'a pas à brandir les armes. Ce n'est pas ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a un adage qui dit chez nous, et je cite, quand vous avez votre canari d'eau derrière des feuillages, on ne lance pas la pierre là-bas. La Côte d'Ivoire, c'est ce que nous avions. Et aucun opposant dans l'opposition prendra des armes pour le pouvoir d'État. Mais ce pouvoir RDR, RHDP, ils ont pris les armes pour que quelqu'un parvienne au pouvoir d'État. C'est une histoire récente. Et que les gens ne fassent pas qu'on a oublié. Mais dès lors que celui-même qui faisait les coups d'État, dès lors que celui-même qui prenait les armes est au pouvoir et que l'opposition n'a pas d'armes, que l'opposition n'a pas d'autres alternatives pour pouvoir parvenir au pouvoir d'État, on ne peut qu'avoir la paix en Côte d'Ivoire. C'est ce qui résulte la paix aujourd'hui en Côte d'Ivoire. On a une opposition mature. Que M. Sidney ne fasse pas comme la Côte d'Ivoire a été créée en 2010. La Côte d'Ivoire a été créée depuis Houphouët-Boigny. Vous parlez d'une opposition mature qui a décidé, comme le sait depuis le 10 mars 2025, de se rassembler au sein d'une coalition qui est
on va dire, menée pour l'heure par Tidjane Thiam, le président du PDC-RDA, qui est le principal parti politique de l'opposition. Dans cette coalition, on a des figures importantes de la politique ivoirienne comme Simone Gbagbo, Charles Blé Goudé, Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce que cela voudrait dire que cette coalition, selon vous, représente une menace pour le RHDP? Le RHDP a-t-il à s'inquiéter de l'éclosion de cette coalition? Vous constaterez, M. Khalil, faites-nous constater cela. Et que c'est le président Ouattara qui disait il y a de cela 5 ans qu'il fallait laisser la poursuite de l'exécutif à une jeune génération. Ça, le président Bédé vivait encore. Le président Bédé est décédé. Mais aujourd'hui, cette jeune génération que le RDR a, le RHDP plutôt, a fait appel au président Ouattara. Le président Ouattara disait en son temps, laissez-moi aller me reposer, pour dire qu'il n'y a pas de crème au RHDP, si ce n'est pas M. Ouattara. Aujourd'hui, l'opposition a retrouvé une nouvelle génération, qui est la personne de Tidjane Thiam, qui est ma personne, la personne de Blé Goudé, la personne, il y en a plusieurs. Et nous sommes dans une coalition, travaillant pour trouver le meilleur candidat au jour J. C'est dans ce creuset-là que nous sommes. Nous avions une réunion demain et nous travaillons à ça. Mais le pouvoir RHDP, ils n'ont qu'un seul candidat, qui est la personne du président Ouattara. Le même président Ouattara a fait savoir qu'il y a une demi-douzaine de cadres compétents au contraire, j'ai peur pour eux. Pourquoi? Parce que si le contraire advenait, que le président Ouattara refusait cette candidature, je pense que le RHDP va s'effriter. Et ça commence à venir. L'opposition a peur de Ouattara, c'est ce qu'on peut retenir. On n'a pas peur du président Ouattara, mais je pense que c'est un président sortant qui a eu à exercer 15 ans de pouvoir. Il ne faut pas le négliger. Son bilan vous fait peur? Il n'a pas le bilan du président Ouattara, je peux l'apprécier. Nous sommes centristes. Et je ne serai pas aveugle si ce qui a été fait en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Ah, merci déjà. Je ne serai pas aveugle. Je vais dire quoi? Sur le plan infrastructurel, le président Ouattara a travaillé. Ça, il a donné un beau visage à la Côte d'Ivoire. Un bon bilan. Sur ce volet, je n'ai pas à l'attaquer. Je l'applaudis, je le félicite et je le remercie. Parce que quand on a l'exécutif, on a l'appareil exécutif, c'est de travailler pour les Ivoiriens. Je crois bien que c'est ce qu'il a fait. Sur le plan social, c'est un échec. C'est un échec pour ce pouvoir. Sur le plan social, c'est un échec. Et donc, oui, on peut l'apprécier, mais on peut décrier. On apprécie ce qui est fait, mais on peut décrier ce qui n'a pas été fait, qui pouvait faire. Et donc, voilà ce que nous vivons. Nous sommes centristes, nous sommes modérés. Nous appelons la gauche, la droite, pour un juste milieu, pour le bien-être des Ivoiriens. Et donc, ce qui a été fait sur le plan infrastructurel, je ne peux pas balayer des revers. Le président Ouattara a travaillé. Alors, Sidney, le pouvoir RHDP est-il menacé? Non, mais écoutez, M. Khalil, je pense qu'il faut rétablir des vérités historiques, parce qu'on entend trop de choses que je trouve complètement incohérentes. Alors, le RDR n'a jamais pris d'armes en Côte d'Ivoire, ce n'est pas vrai. Ce qui se passe, c'est des jeunes soldats ivoiriens dont l'épuration dans l'armée ivoirienne était en train de se mettre en place, qui ont fui, qui allaient constituer une rébellion. Je voudrais que cette vérité-là, on puisse la dire en Côte d'Ivoire. Le RDR n'est pas derrière une rébellion. C'est l'épuration d'un certain nombre de soldats identifiés à un groupe ethnique qui sont sortis le coup d'État et quoi faire. Donc je dis, le coup d'État mes chers amis, c'est ce qu'il faut retenir. Le coup d'État en 99. Mais alors, le coup d'État, qui l'a fait? Ok. Vous avez oublié le fameux mot, la fameuse phrase, oui. Je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera comme une feuille morte. Mais c'est parce que vous n'êtes pas un économiste. Jamais la Côte d'Ivoire n'a eu autant de difficultés que sous Bédié vers la fin. Vous savez pourquoi? Non, il fallait prendre les armes. Ce ne sont pas les armes dont on a parlé. Il fallait faire un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État dont on a parlé. On a parlé des difficultés financières que la Côte d'Ivoire allait connaître et forcément, ça allait entraîner. On ne pouvait pas l'exprimer par le dialogue. Mais c'est une lecture que vous avez des choses par rapport donc, à votre niveau de culture. Quand vous dites, M. Sidney, quand vous dites que le RDR n'a jamais pris d'armes, je suis fort déçu. Oui. Moi, je vous le dis jamais. L'histoire est récente. Elle n'est pas récente. C'est le même RDR qui a approuvé, qui a applaudi le coup d'État en 99. Ce n'est pas vrai. C'est le même RDR
que Konaté Siki, Kone Zakaria. Et qu'est-ce que Gbagbo en a dit? Qu'est-ce que Gbagbo en a dit de ce coup d'État de 80? Il dit que sans cela, la démocratie ne serait même pas arrivée. C'est ce qu'il a dit. Donc, mais voilà, on peut apprécier le mal. Ah mais justement. Mais ça veut dire quoi en termes clairs? Pour vous, on peut apprécier le mal. Non, je ne le dis pas, monsieur. Mais ça veut dire quoi en termes clairs? Je vous ai parlé d'une opposition mature. En Côte d'Ivoire. On ne prendra jamais les armes pour la conquête du pouvoir d'État. On a une seule arme, c'est les unes. On a une seule arme, c'est le dialogue. On a une seule arme, c'est d'appeler les Ivoiriens à aller voter. On ne prendra jamais d'armes. Mais c'est ce que nous demandons. Et c'est pour cela que nous demandons le dialogue politique. Pour établir les règles du jeu. Pour établir les règles du jeu avant les élections de 2026. Revenons à la question. Oui, il faut terminer rapidement par ça. Oui. Le pouvoir RHDP est menacé. Le pouvoir RHDP n'est menacé en rien et ne peut même pas être menacé par cette coalition qui est en train de se mettre en place. Parce qu'à l'intérieur de cette coalition, vous allez voir bientôt de grandes contradictions vont apparaître. Et je vous le dis, vous savez, en Côte d'Ivoire... Est-ce que le RHDP a de solides pour résister face à cette coalition mise en place? Mais il n'y a pas de résistance à avoir, ça va s'effriter cette coalition-là. Mais c'est naturel, je vais vous dire pourquoi. C'est une question de lecture politique. Vous parlez du bilan du RHDP d'un point de vue social qui, selon lui, n'est pas du tout reluisant. Voilà. Ça pourrait être un élément sur lequel on pourrait se fonder pour dire que le pouvoir RHDP risque d'être ébranlé par cette coalition. Alors, je vous donne une contradiction énorme dans son discours. Allez-y, c'est pour ça que vous êtes là. Quand quelqu'un vous dit, on est très content de toutes les infrastructures qui sont à se mettre en place, mais c'est des gens qui travaillent pour que ces infrastructures soient là. Ça veut dire que chaque infrastructure que vous voyez, on a créé de l'emploi. Il faut qu'ils comprennent eux-mêmes où on va. Ça veut dire que chaque infrastructure qu'on crée, ça va avec de l'emploi. Ça veut dire que sur le plan social, on est en train d'agir sur la qualité de la vie des gens. Mais je vous dis, ajoutez à cela, mais il y a trop de réformes qui ont été apportées. Pendant 15 ans de pouvoir. Je vous dis que quoi? Pendant 15 ans de pouvoir. On a fait quoi? Et vous n'avez pas pu corriger ça? Qu'on n'a pas pu corriger quoi? Le plan social. Mais mais attendez, mais je vous dis, en Côte d'Ivoire, je crois, on n'a jamais gagné en bien social sous Ouattara. Ça n'a jamais existé. Vous parlez d'une autre Côte d'Ivoire. Je vous dis. Non, vous parlez d'une autre Côte d'Ivoire. Laissez-moi terminer, monsieur. Laissez-moi terminer. Il va nous donner des cas concrets laissez-moi terminer. Qui corroborent sa position. Merci. Alors, vous suivez aujourd'hui les augmentations des salaires des fonctionnaires, ça s'est fait de façon automatique. Automatique. Je n'ai jamais vu. Ça vous avez déjà dit. Oui, très bien, on est là. Bon, alors, vous regardez aujourd'hui, si tu veux, les concours. Le nombre de concours ouverts chaque année pour les jeunes. Moi, je travaille dans le milieu de l'éducation, il faut le dire. Je suis à l'université. Et chaque année, je vous dis, c'est des centaines de milliers d'enfants qui entrent aujourd'hui, que ce soit dans les grandes écoles telles que l'INFES, telles que l'INS, etc., etc. Mais tout ça, c'est de l'emploi que ça crée. Quand on construit les CHR ou les CHE, c'est des jeunes infirmiers qu'on forme par ailleurs. C'est des médecins qui sont recrutés par ailleurs. Et tout cela a un impact. Mais voilà. Voilà encore un de leurs problèmes. Oui. Qu'est-ce que vous faites des 3000 docteurs? Voilà. Ils ont la qualité. Non, justement. Ils ont la qualité de pouvoir travailler. Ce que vous ne comprenez pas, et c'est ce qu'il faut expliquer aux Ivoiriens, un diplôme universitaire ne donne pas droit à un emploi. C'est pas vrai. Mais on devait créer les conditions. C'est une formation. Attends, laissez-moi terminer. On devait créer les conditions. Attends, c'est une formation qui donne droit à un emploi, monsieur. Et je vais vous dire, c'est-à-dire, même au niveau des docteurs dont on parle, mais le concours au CAMES, ça existe bien avant Ouattara. Où ton dossier doit être validé par de grands enseignants-chercheurs, etc. Non, ce n'est même pas de notre fait. Mais l'essentiel aujourd'hui, est-ce que notre école arrive à produire de plus en plus d'intellectuels? Je dis oui. Et c'est ce nombre d'intellectuels que nous sommes en train de produire qui aujourd'hui est en train d'apporter une réflexion nouvelle à la condition de vie des Ivoiriens. Mais je dis, la Côte d'Ivoire n'est pas en paix parce que c'est une opposition mature. Non. La Côte d'Ivoire aussi est en paix parce qu'on est en face d'un gouvernement qui est suffisamment responsable de la sécurité des Ivoiriens. Responsable de la sécurité des Ivoiriens. Jamais on n'a été aussi sécurisé que sous Ouattara. Vous parlez du gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a réagi. M. Kwame, c'était hier après le Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, a réagi sur la mise en place de cette coalition. Je vais vous lire ses propos et puis vous allez nous donner votre point de vue. Il dit ceci: en regardant bien cette coalition, on constate qu'un seul parti dispose à la fois de députés, de maires
et de président du conseil, si l'on pousse la réflexion, un deuxième parti a peut-être des députés, mais tout le reste est quasiment inexistant sur la scène socio-politique. Qu'est-ce que vous en dites? Merci. C'est une analyse du porte-parole du gouvernement. C'est de bonne guerre. On ne va jamais quand même féliciter son ex-femme. Hein? On ne peut jamais féliciter son ex-femme. Je pense qu'il y a une incohérence dans les dits du porte-parole du gouvernement. Ah, c'est à quel niveau? Quand il parle d'un parti qui a... Je vous ai dit tout à l'heure, ce ne sont pas les élus qui font un parti politique. Un parti politique peut avoir une assise, peut même ne pas avoir d'élus, mais ce parti compte. Même le parti naissant, les deux militants peuvent faire, même un seul militant peut faire une voix de différence. Nous sommes en démocratie, je vous l'ai dit d'entrée. Les élections présidentielles sont différentes des élections locales. Nous avions vu des gens qui nous ont soutenus aux élections présidentielles et qui nous ont lâchés aux élections locales. Et donc, pour dire, les Ivoiriens sont fatigués dans leur majorité. Vous avez vu les derniers pouvoirs qui sont tombés en Afrique, au Ghana, un peu partout. Et c'est parce que les peuples en ont marre de la gestion de l'exécutif, même au Sénégal. Et donc, la Côte d'Ivoire, qui vous dit qu'aujourd'hui les gens sont contents du RHDP? Qui vous a dit ça? Le RHDP je dirais, a eu la mauvaise gestion en termes de rang social. Voilà, quand je parle sur le plan social, c'est une mauvaise gestion. Et quand il disait tout à l'heure, non, les Ivoiriens sont satisfaits, on a augmenté les salaires. Mais quand on augmente les salaires, tu augmentes 5 francs. Sur le marché, c'est 10 francs. Tes 5 francs servent à quoi? À rien. Tes 5 francs servent à quoi? À rien. Quand on augmente le prix du carburant, quand on a les denrées de première nécessité, quand tout est cher. Mais vous pensez, les gens se nourrissent de quoi? Que les gens ne viennent pas dans les tribunes, des débats de télé pour faire croire que ça va bien en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas en Côte d'Ivoire. Ça ne va pas bien. Alors, si vous allez me permettre, on va rester toujours avec Kwame. Vous aurez le temps de réagir, ne vous en faites pas. Alors, Kwame, Marcelin, Cap Côte d'Ivoire, dont vous faites partie, votre parti est signataire, porte plusieurs revendications, notamment celle d'un dialogue politique avec le gouvernement. Pourtant, lors du Conseil des ministres du mercredi dernier, l'exécutif a réagi. Il a dit ceci: l'une des principales conclusions de la 5e phase du dialogue politique, à laquelle tous les partis participants ont adhéré, était que toutes nos institutions sont aujourd'hui installées et fonctionnent. Ainsi, pour toute problématique relevant du fonctionnement normal d'une institution, les requêtes doivent être adressées directement à ces institutions. En d'autres termes, le gouvernement exclut toute reprise du dialogue politique avec l'opposition, et ça dit que nous sommes face à une revendication sans issue. J'en viens pour dire que c'est décevant de ce gouvernement, c'est décevant de l'exécutif parce que l'exécutif est censé alléger la souffrance des populations. C'est ce que je veux leur faire comprendre. Quand on a la tête d'un pays, on gouverne tous les Ivoiriens. On ne gouverne pas un camp. Et à ce que nous constatons pour le RHDP, ils gouvernent leur camp, ils gouvernent leur parti. Nous réclamons un dialogue politique. Ce dialogue a été réclamé avant les élections de 2020. Le gouvernement est resté sourd. Les questions liées aux élections présidentielles, les questions essentielles sur lesquelles nous devons discuter, ils ont mis ça de côté. Qu'est-ce qu'on avait fait? J'en viens. Permettez-moi de pour plus de compréhension. Le gouvernement dit que lors de la dernière phase, la 5e phase du dialogue politique, des recommandations ont été arrêtées et dans ces recommandations, il a été indiqué que les partis politiques devraient désormais s'intéresser, sinon s'adresser aux institutions en charge, sinon compétentes des questions électorales. Et dans ce cas de figure, on parle d'élection, c'est la CEI qui a la charge de cette élection. Le gouvernement vous dit, vos partis de l'opposition, adressez-vous à la CEI parce qu'elle fonctionne. Comme ça a été convenu lors du dialogue précédent. Vous voyez ce que nous vivons en Côte d'Ivoire. Oui. Quand les personnes nommées par le gouvernement sont aux ordres de ce gouvernement, c'est un peu difficile de s'entendre. Ah bon. Il y a un cadre permanent de dialogue.
qu'on peut mettre en place pour trouver, je dirais, les solutions idoines pour permettre aux Ivoiriens d'être rassurés, d'être sécurisés, d'être mobilisés pour aller au vote en octobre prochain. C'est l'opposition qui réclame cela au gouvernement. Au contraire, c'est le gouvernement qui devait créer le cadre. Mais ce n'est pas nous qui allons réclamer au gouvernement. Il refuse. C'est un gouvernement qui est souple, qui ne veut pas écouter. M. Cubière, qui est censé donner les réponses réelles, n'arrive même pas à trouver les mots parce que lui-même, il est aux ordres du pouvoir. Et donc, nous sommes deux factions. L'opposition et le pouvoir. Le pouvoir qui refuse le dialogue direct. Ou bien le dialogue qui, quand même, pourrait créer le cadre. Et aujourd'hui, nous sommes au statu quo. On ne peut pas aller aux élections avec ce bloc, de rester sans se parler. J'ai dit, nous travaillons pour les Ivoiriens. Les attentes, je dirais, la vision du RHDP, c'est de gouverner. Ils sont déjà au pouvoir. La vision de l'opposition, c'est de gouverner pour créer le bien-être aux Ivoiriens. Mais dès lors que le pouvoir refuse le dialogue, qu'est-ce que nous pouvons servir aux Ivoiriens qui sont en attente de pouvoir se mobiliser pour aller au vote? D'accord, on va revenir à vous tout à l'heure. Sidney est beaucoup impatient. Non, ce n'est pas cela, M. Khalil, c'est encore inexact. Le dialogue politique a toujours existé. Mais en fait, vous savez, c'est ça. La manipulation de l'opinion en Côte d'Ivoire, et moi j'accuse cette classe intellectuelle de l'opposition d'être responsable de toute la souffrance psychologique des Ivoiriens. On vous dit, il y a un cadre du dialogue qui est là. Vous allez dialoguer, ce que vous demandez, les réponses qu'on vous donne ne vous satisfont pas toujours. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils nous parlent de reprendre par exemple l'enrôlement. La CEI leur dit, le chronogramme de l'enrôlement tel que signé par vous et nous. Faire une nouvelle révision. Une nouvelle révision. Mais on leur dit le chronogramme tel que vous-même vous l'avez signé avec le parti au pouvoir. Avec tous ceux, avec tous ces partenaires. Voté pourquoi? Non, laissez-moi terminer. Aller au bout de ces idées. Techniquement, ce sont les techniciens qui parlent. Techniquement, on ne peut pas reprendre. Sinon, autrement, on risque d'arriver à la période des élections alors que la liste définitive n'est pas encore sortie. C'est technique. Avec un peu de bonne foi, on le comprend. Mais pourquoi est-ce qu'ils s'y refusent? Parce qu'on a une opposition qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de bonne foi. Et je l'ai maintes fois dénoncé ici. Mais il faut leur dire. Le dialogue, il faut que vous sachiez ce que c'est. Ce n'est pas que toi, ce que tu veuilles, ce soit ce qui soit fait. Ce n'est même pas vrai. Qu'est-ce que c'est? Merci. Dans la vie de tous les jours, ça ne marche pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est au pouvoir. Il faut d'abord retenir la leçon. Ils sont au pouvoir. C'est eux qui ont aujourd'hui les rênes. Donc, vous négociez avec. Maintenant, eux, ils vous disent, dans la négociation que vous êtes en train d'entamer avec nous, voilà ce qu'on peut concéder. Mais ça, on ne peut pas le concéder. Mais c'est comme ça la démocratie. Donc, de façon sage, on intègre cela. Et c'est pour cette raison que vous allez voir, les changements démocratiques dans tous les pays avancés, ils parlent de l'exemple du Sénégal. Vous savez combien de fois est-ce que les militants du PASTEF ont battu le pavé au Sénégal? Vous savez combien de fois? Parce que là-bas, l'opposition arrivait à mobiliser des gens. Vous n'arrivez pas à le faire. De petites rencontres, souvent à Marcory, pour faire ce que je ne sais pas ici. Qu'est-ce que vous voulez obtenir comme résultat avec ça? Vous voulez avoir une opposition, excusez-moi, vraiment de salon, avec vraiment le confort, vraiment avec vraiment la petite famille, et vous voulez obtenir quoi? Le pouvoir en place est très clair. Donc, vous dites quoi? Il faut qu'il batte le pavé. Il faut mobiliser. Il me rejoint. Je ne te rejoins pas. Il me rejoint. Merci. Merci. Il faut que... Mais en fait, je vous dis... Il me rejoint. Votre problème, c'est quoi? Vous n'arrivez pas justement à convaincre qui que ce soit à votre cause. Parce que les Ivoiriens savent aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, mais de quel côté est la vérité finalement? C'est du côté de ceux qui travaillent. Alors, vous ne parlez pas au nom des Ivoiriens. Voilà, non, je sais une façon de parler. Qu'est-ce qu'ils voulaient, eux? Que oui, vraiment, on veut ça. L'opposition demande ceci. Allez, on entérine. L'opposition demande ceci, on entérine. Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir? Vous savez ce qu'on appelle le pouvoir? Mais je crois que tout ça, c'est des leçons qu'il faut donner aux gens. Vous êtes de l'opposition, vous avez été battu à toutes les échéances électorales en Côte d'Ivoire. Vous êtes dans une posture de gens qui négocient. Et les gens qui négocient ont toujours la main en bas. Il faut que vous le sachiez. Non, mais le code électoral... Le code électoral... Mais attendez, le code électoral a dit quoi? Que vous devez prendre le pouvoir, c'est ça? Le code électoral a dit... Mais non! Alors, monsieur Kwame, si le gouvernement campe sur sa position et refuse tout dialogue avant la présidentielle, que va faire la CAP Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a un boycott qui est en vue?
Il n'y aura plus de boycott en Côte d'Ivoire. Mais merci déjà, c'est déjà très bon. Il n'y aura plus de boycott en Côte d'Ivoire. Parce que dialogue ou pas? Non, nous sommes prêts, nous nous armons et nous utilisons toutes les stratégies pour aller aux élections. Seulement que nous écartons toute forme de violence. Et c'est pour cela que nous appelons le gouvernement à un dialogue. Parce que c'est quand même de poser les garde-fous pour rassurer les Ivoiriens et à les mobiliser à aller au vote le 25 octobre. C'est de cela qu'il est question. Aujourd'hui, quand on parle d'élections présidentielles, à l'approche des élections présidentielles, les Ivoiriens sortent, ils vont au Ghana, au Burkina, au Mali. Nous ne voulons plus voir ça. Nous voulons voir les Ivoiriens mobilisés dans leur ensemble, dans leur village, dans leur hameau, en train d'aller voter pour choisir leur président qu'ils ont bien voulu quand même voir à la tête du pays. C'est pour cela que nous réclamons le dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, nous irons aux élections. Mais nous insistons et nous demandons au gouvernement de créer un cadre permanent de dialogue pour rassurer les Ivoiriens à vraiment faire de cette élection une élection alternative. Mais M. Khalid, ils ne peuvent pas vendre le chaos et puis estimer que les Ivoiriens seront sereins. C'est l'opposition, s'il vous plaît. C'est l'opposition qui fait toujours croire en Côte d'Ivoire, ça ne va pas. Les élections se vont bloquer parce que vraiment le pouvoir en place refuse de tout. Je n'ai pas parlé d'une élection bloquée. Je n'ai pas parlé d'une élection bloquée. Et non, n'interprète pas. Je n'interprète pas. Je suis en train de rapporter la ligne idéologique de toute l'opposition en général. Je vous dis. Sidney, on va être d'accord. Oui. Il a dit avec dialogue ou pas, l'opposition ira à la présidentielle. Ouais. Mais bien avant, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas parlé de l'initiative mise en place pour bloquer. Non, je ne le dis pas. Eux, les concernant, M. Khalid, il faut me comprendre très bien. Il dit que, de par le passé, quand on veut organiser les élections, les Ivoiriens vont au Mali, ils sortent du pays. Je dis justement, vous voyez, les Ivoiriens sortaient du pays. Parce qu'ils n'étaient pas rassurés. Non, parce que justement, il y a des gens qui vendaient le chaos. C'est-à-dire que leur discours tendait à faire croire que les élections... Très bien. Alors, cette nouvelle génération, je vous félicite. D'ailleurs, vous avez dit coalition pour une alternance pacifique. Vraiment, je suis en phase avec vous. Mais c'est ça la démocratie. Une alternance pacifique. Et ce qui est pacifique, c'est dans les urnes que vous allez les obtenir. Et pour obtenir la victoire dans les urnes, il faut mobiliser des gens en votre faveur. Nous travaillons ça. Et voilà. Et c'est cette mobilisation-là que vous n'arrivez pas à faire jusqu'à preuve du contraire. Et nous, on vous attend sur la question. Vous pensez? C'est ce que moi je pense. Mais aujourd'hui, vous ne voyez pas le monde qui se rallie au PDCI, chez le président Thiam. Vous ne voyez pas ce monde? Quand vous voyez 25 partis politiques qui se mettent aux côtés du président Thiam, retenez qu'il y a quelque chose qui se passe. Même la société civile qui a fait son grand meeting à Yopougon le mois qui est passé. Mais retenez que l'opposition est en train de travailler. Vous ne voyez pas venir, et ça va vous surprendre. Non, je suis d'accord avec ce travail-là déjà. Dieu merci, travailler très très bien comme cela. Mais nous, je vous dis, pourquoi est-ce que nous, on est serré? Parce que ce que vous ne voyez pas aussi qui est en train de se faire, c'est le discernement en Côte d'Ivoire qui est en train de se mettre en place. De plus en plus, les Ivoiriens raisonnent. Ce n'est plus la passion, ce n'est plus les tribus, les ethnies. Les gens veulent voir, est-ce que chez nous, il y a une amorce de développement? Est-ce que chez nous, il y a un mieux-être, que ce soit l'électricité, que ce soit l'eau courante, que ce soit un dispensaire, que ce soit une école? Est-ce que ces choses-là existent chez moi? Est-ce que la route aujourd'hui me permet de quitter un point A pour aller à un point B avec plus d'aisance? C'est ce que de plus en plus les Ivoiriens commencent aussi à comprendre. Mais ça a été fait depuis jusqu'à aujourd'hui, sinon ce n'est pas nouveau. Non, je vous en prie. Dans ce cas, les exécutifs par l'argent du contribuable. Son rôle, c'est de développer les villages, de déposer les billes. Et donc, ce n'est pas l'argent propre de l'individu. Donc, n'interprétez pas de sorte que les gens pensent que ça sort de la poche d'un individu. C'est nous tous notre argent. Je l'ai dit, moi. C'est nous tous notre argent qui permet à l'exécutif de développer. Et c'est normal. Oui, qui est un très bon manager, qui sait gérer de l'argent, c'est lui qui fait. Sinon, ailleurs en Côte d'Ivoire, il fait des détournements. Il fait des détournements. Des projets à coût de 10 milliards qui sont à 20 milliards. Vous pouvez prouver cela. Président de Sursaut National Côte d'Ivoire, Traoré Sidney Sidiki, merci à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Merci, Khalid. Sur cette question. En tout cas, merci infiniment de votre présence. Allez, merci. Le partenariat continue parce que nous sommes en période électorale. Oui. On aura toujours besoin de vous pour réagir, pour donner vos points de vue sur les questions d'actualité. Nous sommes à 7 mois de l'élection présidentielle. Chacun à son niveau doit travailler à le fait de pacifier cette élection pour le bonheur de tous. Merci à toutes et à tous
de nous avoir suivis. À très bientôt sur les antennes de l'Intelligent TV pour notre numéro du débat.